Les gilets jaunes de nouveau dans la rue aujourd'hui pour le 10e week-end consécutif. Rassemblement aussi. Comme chaque samedi depuis 10 semaines, on peut y aller ? Jérémy et David partent couvrir la manifestation des gilets jaunes. Équipement minimum, l'emblème de leur chaîne, le fameux micro bleu, reste au placard. Quand on sort en manif maintenant, il n'y a même plus de micro-main, on est obligé d'avoir la cravate quoi, qui est là maintenant, pour être le plus discret possible et pas être identifié comme on faisait avant avec un micro-main, un micro avec la bonnette bleue surtout. Maintenant, on le fait plus du tout quoi. Devoir se cacher pour faire son travail de journaliste, c'est révoltant, je trouve. Il y a un samedi où j'ai un des collègues, un de mes meilleurs amis qui a failli se faire lyncher à Rouen. Moi, j'étais dans le taxi quand j'ai appris ça. On n'est pas hyper serein, quoi. Et après, une fois qu'on y est, par contre, voilà, il n'y a plus de place au doute, on y va et on fait notre boulot du mieux qu'on peut. Et voilà. Bonjour, ça va ? Déjà, plusieurs équipes de BFM TV ont été agressées. Dorénavant, chacun part avec son agent de protection. C'est bon ? Tu m'entends ? David, tu m'entends ? À peine arrivés, David et Jérémy se séparent pour se fondre dans la foule. L'un filme et envoie les images en temps réel. L'autre observe, avant de faire son direct, incognito, sous bonne escorte. Beaucoup de personnes qui ont des gilets jaunes, qui, eh bien, pour la plupart, marchent en silence. Il y a aussi quelques slogans, Macron démission, que l'on entend ici ou là. On voit aussi des drapeaux RIC, référendum d'initiative citoyenne. Tout se passe dans le calme. C'est exactement le même scénario que samedi dernier. Le micro a disparu, le visage du journaliste aussi. Par mesure de sécurité, la chaîne a dû renoncer à ses célèbres directs. Alors, merci Jérémy Père sur ce cortège avec David Pouteillé pour BFM TV. Avec eux, il y a 3 autres équipes, réparties à différents endroits du cortège. Elles prendront l'antenne toutes les demi-heures pour raconter les slogans, le service d'ordre des Gilets jaunes et les tensions avec la police. Les casseurs, en tout cas ceux qui étaient habillés et qui ont lancé des pavés sur les forces de l'ordre, eux sont partis vers le boulevard Montparnasse. Avec David, c'est notre rôle de montrer ce qui se passe, mais nous, c'est à nous aussi de contextualiser. Même si, évidemment, à l'antenne, il y a sûrement, nous on la voit pas l'antenne, hein, mais beaucoup d'images violentes, mais nous, notre rôle sur le terrain, et ce qu'ils essayent de faire aussi en plateau, c'est de contextualiser, montrer que d'accord, il y a des violences, il faut en parler, mais que c'est pas tout le monde, et essayer de comprendre pourquoi et comment c'est parti, quoi. Dès le premier jour, ça a mal commencé. Un œuf sur la tête d'un reporter de BFM TV en plein direct à Paris, le soir du 17 novembre. Le ton est donné, les Gilets jaunes contestent les institutions. Et pour eux, les médias en font partie. De semaine en semaine, les reporters deviennent une cible. On vient de dire il y a quelques instants que les Gilets jaunes... BFM, l'entends-tu ? Des dizaines d'incidents contre médias locaux et nationaux. Parfois très violents, comme ce jour où l'équipe de la chaîne LCI est tabassée par un petit groupe de manifestants. En marge des manifs, un journaliste gilet jaune autoproclamé interpelle les têtes d'affiche des télés et radios sur leur façon de faire de l'info. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez du traitement de l'information par Europe 1, par exemple. Avoir votre avis sur ce qui s'est passé avec France 3 l'autre jour. La défiance monte, alimentée par des erreurs manifestes, comme ce slogan anti-Macron effacé lors d'un JT du service public. Nous tenions à vous présenter nos excuses. Hier, dans le 19-20, une erreur humaine a conduit à la diffusion d'une photo tronquée. Les journalistes font-ils mal leur travail? Bonsoir. Bonsoir. Et le Voix du Nord. Comment comptent-ils regagner la confiance de leurs concitoyens? Complément d'enquête dans un drôle d'exercice. Quand les questions s'adressent à nous. Vous avez parlé du monsieur qui est décédé d'une crise cardiaque? Nous, qui avons plutôt l'habitude de les poser. Vous êtes toujours en live là? Vous êtes toujours en live là? Je suis toujours en live. Je quitte jamais mes lives. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone connecté en 4G pour s'improviser journaliste.
Ce même samedi, alors que BFM TV est en édition spéciale, Salut tout le monde. ce citoyen reporter fait son Facebook Live habituel. J'avoue, c'est assez marrant. Vous connaissez Vécu? Le média du gilet jaune. Gabin Formon, lui, n'a pas besoin de se cacher pour faire ses interviews. Sa méthode, c'est de diffuser toutes ses rencontres et ses échanges en temps réel, sans coupe ni montage. Son public peut même commenter en direct via ses bulles à l'écran. Une façon pour Gabin de lutter contre ce qu'on appelle ici la désinformation des grands médias. On parle que des mauvaises choses. On a envie qu'on parle du côté positif du mouvement. Aujourd'hui, on est passé de 85% d'opinion publique favorable par rapport au mouvement à 50%. Comment ça se fait? Ça veut dire que les journalistes, moi je dis pas c'est des collabos ou quoi aux caisses, en tout cas ils font mal leur travail, ils informent mal les gens. Vous demandez aux journalistes d'avoir un parti pris en faveur des Gilets jaunes? Il faut demander aux journalistes d'être juste sans parti pris. Ils montrent les bonnes images et ils montrent aussi les mauvaises images. Les bons moments sont coupés au montage pour favoriser les bagnoles qui brûlent à un moment donné. Ça, c'est pas honnête. Quand vous faites un témoignage sur un média, on va vous filmer 1h30 et puis on va prendre un passage de 30 secondes. On va mettre plusieurs bouts bout à bout et puis du coup, votre message, il est pas retranscrit correctement. Il est retranscrit selon la vision que le journaliste veut retranscrire dans son média. Donc du coup, c'est la différence. Gabin compte plus de 50 000 abonnés. Un public méfiant qui conteste la moindre information donnée par les chaînes de télé, notamment le nombre des manifestants. Beaucoup de gens qui disent que les chiffres sont faux, donc on va tenter de compter nous. Il tient aussi à se démarquer des médias traditionnels sur le traitement des images de casseurs. Ce jour-là, quand des heurts éclatent près des Invalides, Gabin préfère ne pas s'y attarder. Je suis pas non plus là pour couvrir forcément la violence. Ça dépend quoi. Ça dépend quand il y en a en face de moi, forcément je la cours. Mais sinon je cours pas après non plus. Voilà, les chaînes de télé s'en occupent. Mais encouragé par certains commentaires sur son live, on va faire demi-tour. Il finit par faire demi-tour. C'est une espèce de tension, on sait pas trop pourquoi. Voilà, ils reçoivent des canettes là. Donc je reste protégé derrière un poteau pour pas me prendre un flashball dans la tronche. Et quand on lui fait remarquer que sa façon de filmer le mouvement est subjective, Gabin assume. Chacun a ses partis pris. De toute façon, un journaliste, quand il fait un sujet, il a forcément son parti pris à lui. Avec le même sujet, on peut dire 15 trucs différents. Donc voilà, après, nous, on est plutôt du côté des Gilets jaunes. Forcément, puisque on fait partie des citoyens. Hein. Mais on essaye de rester objectif et de ne pas raconter n'importe quoi. Le déclic pour le jeune homme, ce furent les violences policières qu'il estimait passer sous silence dans les JT. C'est ce qui l'a poussé à créer son média alternatif mi-décembre dans son petit appartement de la banlieue parisienne. L'analyse, c'était vraiment les médias ne parlent pas des blessés et je me sens cocu de la part des médias. Donc boum, j'ai lancé Cocu, le média des Gilets jaunes. Ça n'a pas plu aux gens. Et du coup, j'ai lancé un sondage entre Cocu et Vécu. Et c'est Vécu qui a gagné et j'ai mis Vécu. Je crois que c'est lui, super. Ce soir, le reporter Gilet jaune invite sur son live un journaliste, un vrai. Bon, du coup, t'es accueilli par complément d'enquête. David Dufresne, passé par Libération et iTélé, travaille depuis des années sur les questions de maintien de l'ordre. Ouais, vas-y, insère-toi, c'est un peu... qui c'est qui me parle sur Telegram? Comme Gabin, il critique les médias traditionnels, mais ce pro de l'info refuse les explications simplistes. Très clairement, les médias de masse n'ont absolument pas joué leur rôle de contre-pouvoir pendant 1 mois et demi concernant les blessés. Pour plein de raisons, mais qui ne sont pas uniquement des raisons... Si tu veux, c'est pas des raisons de complot. Il n'y a pas à Matignon quelqu'un qui dit « vous n'appelez pas ». Il y a la paresse, il y a la facilité, il y a être proche de ses sources policières. Il y a peut-être quand même, puisqu'ils sont tous copains avec le gouvernement, une certaine volonté de cacher pour tout le monde, autant pour les lobbies que les gouvernements. Oui, tu as raison, mais c'est pas concerté, c'est ça que je veux dire. Ah d'accord, oui. Il n'y a pas un plan machiavélique.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un discours anti-média en bloc, y compris chez les Gilets jaunes, qui est insupportable. Qui n'est absolument pas... qui est facile, voilà, qui est commode. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Moi, je la vois surtout... Aujourd'hui, David Dufresne se sent plus à l'aise en direct dans le canapé de Gabin que sur les plateaux de BFM TV où il refuse d'aller. Ce que je reproche aux journalistes, c'est leur idée qu'ils sont hors de tout, qu'ils sont au-dessus, qu'ils sont à côté, et que leur quotidien, leur souffrance, leur passé, ça n'existe pas. Et qu'ils diraient la vérité, l'objectivité, etc. C'est bidon, c'est totalement bidon. Qu'est-ce que c'est que BFM? Qu'est-ce que c'est qu'Europe 1? Ce sont des médias extrêmement engagés, mais qui refusent de le reconnaître. L'avantage de Gabin, c'est que lui et d'autres, il reconnaît. Il dit voilà, moi je pars d'ici, je pars et je parle d'ici. Je trouve ça plus clair. Ça ne veut pas dire que ça lui donne raison sur tout, loin de là, mais au moins, on sait à qui on a affaire. Et voilà, ça va, t'as passé un... Pour David Dufresne, rien n'est neutre dans ce que diffuse une chaîne de télé. Ni les angles de caméra, ni le choix des invités. Sur BFM TV, regardons ce que donne l'édition spéciale. Ce samedi où nous avons suivi les deux reporters, obligés, souvenez-vous, de se cacher dans la foule pour faire leur direct. Beaucoup de personnes qui ont des gilets jaunes. Pendant une bonne partie de l'après-midi, ils racontent des cortèges qui se passent dans le calme. Que l'on entend ici ou là, tout se passe dans le calme. Mais en plateau, deux experts en sécurité sont présents. Ils ne sont pas agressés, donc on est sur une manifestation effectivement qui se passe bien. Et parlent déjà du risque de violence entre gilets jaunes et forces de l'ordre. Regardez, les manifestants arrivent, il y en a qui repartent. Ça va se regrouper ici. Une certaine confusion pour le moment, effectivement. Et c'est toujours, on l'a dit, on le répète, mais c'est toujours le moment délicat parce qu'on parle un peu et puis les esprits peuvent s'échauffer. 4 minutes plus tard, petit détour par Rouen pour y voir des échauffourées. Plusieurs tags sur le commissariat et le palais de justice, notamment. Finalement, les premiers heurts éclatent à Paris. Il est 16h36. Pendant près d'une heure, les caméras de BFM se concentrent sur ce coin de rue où se passent les affrontements. Des heurts entre ces Black Blocs et ces policiers et gendarmes. Ces casseurs volent la vedette aux manifestants. Les reporters de terrain ont beau relativiser l'importance des violences. Des heures qui sont vraiment en marge de cette manifestation qui s'est globalement très bien passée parce que pour les titres à l'écran sont moins rassurants. Un service d'ordre mobilisé, une centaine de personnes. Vers 19h, la chaîne annonce le retour au calme, concluant ainsi ce qui a plus ressemblé à un match casseur-police qu'à un mouvement social. Avec ses éditions spéciales, BFM TV bat des records d'audience, jusqu'à capter 10% des téléspectateurs certains samedis. Céline Pigalle, la directrice de la rédaction, prépare déjà le prochain acte avec son équipe. Avec une particularité ce week-end, l'hommage rendu à tous les blessés des violences policières. C'est ça le sens qui va être donné à la suite de ce qui est arrivé samedi dernier. Sur ce sujet, est-ce que l'enquête de l'IGPN, quand est-ce qu'on aura les résultats? Il n'y a pas de résultats. La patronne de la rédaction est consciente des critiques qui visent sa chaîne en ce moment. Ok. Nous la faisons réagir sur cette journée de manif que nous avons suivie. On le rappelle, la manifestation qui s'est passée dans le calme avec une manifestation beaucoup mieux organisée. Effectivement, mon ressenti de terrain, c'était que c'était assez calme. Effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'on dit à l'antenne. Voilà, c'est ce que dit l'antenne, mais regardez les bandeaux quand on regarde le son. C'est face à face tendu et tension à Paris. Mais après, cette chaîne, et là je vais vous faire une énorme révélation, est faite par des êtres humains qui parfois ont des loupés. Et vous voyez comment on est dans quelque chose d'incroyable, où à la fois on nous reproche absolument tout et son contraire, et on a une exigence vis-à-vis de nous énorme, justifiée, mais énorme. À propos des violences policières, elle reconnaît que le sujet a été traité un peu tard. La première fois où on a diffusé un reportage en longueur sur les violences policières, c'était le 17 décembre. Pour fabriquer ce reportage en longueur, il faut compter 10-15 jours pour le fabriquer. Ça veut donc dire qu'on a réalisé qu'il y avait sur ce sujet un problème et qu'on s'est dit qu'il faut y travailler le deuxième week-end. Ce que je vois, c'est qu'on a fait ce reportage long, mais on ne l'a pas fait dans l'actualité immédiate. Donc, en effet, il y a eu à ce moment-là un décalage, mais un décalage modeste. Un décalage, vous voyez tout ce qu'il y avait dans cette crise.
Bonjour. Et du coup, en fait, on vient vous troller. Tous ces points, Céline Pigalle s'en est déjà expliquée face à des gilets jaunes qui manifestaient en bas de ses locaux. Encore une fois, j'entends que ça a été l'objet... 3 quarts d'heure d'un dialogue de sourds. Chaque samedi, une nouvelle délégation revient à la charge. On se donne rendez-vous ici devant sa sainteté, le temple de BFM TV. Et on fait des petits tours comme ça, Europe 1, une petite visite à France Télévisions, Radio France. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre une pression psychologique sur ces éditocrates. Je le rappelle, nous, on s'en prend pas aux petits pigistes qui gagnent un salaire de misère et qui sont au CDD. Je pense que ça va être la même chose à France Télévisions. Vous voyez, on va pas généraliser. C'est une pression psychologique et symbolique vis-à-vis des médias dominants. Leur montrer que nous, on ne lâche pas l'affaire, on sera là jusqu'au bout. Les éditocrates. Dans le jargon des Gilets jaunes, ce sont ces éditorialistes qui donnent leur avis à longueur d'antenne. L'un d'entre eux a accepté de nous emmener avec lui dans sa journée de travail. Christophe Barbier et sa célèbre écharpe rouge. 5h55, premier métro, et déjà le nez dans l'actu. Vous connaissez le prix du ticket de métro? 75 €, abonnement Navigo par mois. Est-ce que vous connaissez le prix d'un plein de carburant? Un plein de carburant, j'ai plus de voiture depuis 2003, mais je suis vaguement le prix quand je passe près des stations. Je vois l'essence ou le gasoil passer à 1,49, 1,51. Vous avez conscience d'incarner une élite parisienne? Oui, ça je peux en avoir conscience, même si je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Parce que cette élite qui passe à la télé, c'est surtout parce qu'elle est visible que les gens la regardent, l'admirent, la détestent. La vraie élite qui dirige, elle est invisible. On le sait. C'est ceux qui ont les leviers de la finance, qui peuvent décider de grandes orientations économiques. Il a réponse à tout. Ben voilà le rédacteur en chef. Pierre, comment vas-tu? Il est d'ailleurs payé pour ça. Ça va. Est-ce que tu as eu mon mail sur soit 1, Édouard Philippe, et 2, les manifs du week-end? Concentré sur ses papiers du jour, le journaliste nous offre en passant une image habile. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Lui qui est accusé d'être l'ennemi du peuple. Ouais, impeccable. C'est ma compagne de voyage le matin parce qu'on va travailler au même endroit. Vous travaillez aussi à la télévision? Mais madame est plus utile que moi, elle. Elle fait en sorte qu'on ait un bon outil de travail. C'est-à-dire, madame, vous faites quoi là-bas? Dans moins d'une demi-heure, il est à l'antenne. Bonjour, bonjour. Il n'a encore rien écrit, mais fait confiance à ses talents d'orateur. Là, je propose de faire une question sur la destruction des radars. De quoi est-ce le signe? Mais vous en avez parlé avec des gilets jaunes qui ont détruit des radars? Plutôt avec des élus. Plutôt avec des élus qui étaient là, qui étaient un peu inquiets de ça. Les représentants des associations de victimes de la route aussi, qui sont très inquiets de ça. C'est pas la même chose que d'aller sur les ronds-points pour poser des questions aux gens qui les détruisent et leur Mais si je vais sur les ronds-points, je peux pas poser des questions aux gens. Parce que vous vous rendez bien compte que si un éditorialiste arrive sur les ronds-points, ça change complètement la nature du dialogue. Même si ça reste courtois, c'est eux qui vont poser des questions. Pourquoi vous dites ci, pourquoi vous dites ça? L'expression va être faussée. Mais le métier d'éditorialiste, c'est pas le métier de reporter. C'est autre chose. Ce normalien assume parfaitement n'user ses souliers que sur les moquettes des studios. Édouard Philippe est en La Seine-et-Marne, condition, selon lui, d'une analyse tranchante, protégée des humeurs de la rue. A-t-il eu tort dans ces conditions d'imposer les 80 km/h sur les routes secondaires? Non, il n'a pas eu tort d'imposer 80 km/h parce que c'est 10 km en moins, ça sauve des vies. En 3 minutes de plateau, il réaffirme l'importance des limitations de vitesse et des radars. Pas sûr que ça le réconcilie avec les gilets jaunes, mais il n'est pas là pour plaire, bien au contraire. Le métier d'éditorialiste, c'est d'aller franchement dans une direction. Franchement et de manière argumentée. C'est comme ça qu'on donne un caillou sur lequel les téléspectateurs vont pouvoir un peu sculpter leur propre opinion. Son métier, tête à claque. Ta gueule, le Parisien. Il sait tout, ce brave homme. C'est dommage qu'un génie pareil gasse son immense talent dans le journalisme. Je pense qu'il y a de l'ironie dans tout ça. Je réponds pas aux injures. Parfois, quand il y a un message gentil ou une proposition, je réponds brièvement. Mais sinon, je réponds pas. C'est surtout une manière de prendre la température de ce qu'est cette France-là, la France des réseaux sociaux, qui n'est pas du tout la France au complet, qui n'est pas le peuple. 1 heure à peine après son premier plateau, deuxième passage antenne.
Christophe Barbier peut parler de tout, sauf du montant de son salaire. Est-ce que vous êtes encore dans un niveau de salaire qui fait que vous comprenez la vie des gens ou est-ce que vous êtes dans un niveau de salaire non, qui, finalement, je vois pas en quoi un salaire élevé ou bas connecte ou déconnecte de la vie des gens. Je vois pas ça. Encore une fois, est-ce qu'il faut être dans la misère pour parler de la pauvreté et des politiques sociales? Évidemment non. S'il fallait obliger tous les ministres de l'économie à avoir été au RSA pendant 15 ans pour bien savoir de quoi ils parlent, nous serions dans un pays de fous. Qui est déconnecté? Le ministre qui ne connaît pas la vie du gilet jaune? L'éditorialiste qui ne connaît pas la vie du gilet jaune? Ou le gilet jaune qui ne sait pas ce que c'est qu'être ministre et prendre des décisions? Tout le monde est déconnecté des univers qui ne sont pas les siens. C'est normal. Le tout, c'est qu'entre déconnectés, on se parle. Avant midi, il sera passé 6 fois à l'antenne. Je suis un enfant de cette colère, a-t-il dit, a-t-il osé dire. Attaché à sa liberté de parole, BFM TV n'a pas l'intention de se passer de ses éditorialistes. Top. Bonsoir. Mais comment regagner la confiance de ces citoyens en colère? Sur le terrain, le fossé se creuse à vue d'œil. Surtout lâchez rien. On lâche absolument rien. Moi, je regarde plus vos chaînes. Je les regarde plus. Et vous pensez quoi, que les Gilets jaunes les regardent? Non. Je pense rien, on pose la question. Ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Vous faites de la censure. Jusqu'ici, vous regardiez la télévision et les journaux ou de toute façon, ça fait longtemps que vous avez arrêté de regarder? Non, du tout. Du tout. Même au début du mouvement, je regardais encore. Ah oui, donc c'est vraiment récent. On s'est rendu compte de la désinformation qui est faite par certains médias qu'on a arrêté de regarder. Ça sert à rien. Vous racontez que de la merde. Même la presse locale est touchée. À Valenciennes, Pierre Rouanet est photographe pour La Voix du Nord. Ce soir, il couvre un hommage aux Gilets jaunes, morts depuis le début du mouvement. Cette fois, tout se passe bien, mais parfois, des noms d'oiseaux arrivent jusqu'à lui. C'est des gens qui nous connaissent. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur lorsqu'on se fait insulter ou lorsqu'on nous dit qu'on est des menteurs ou lorsqu'on nous dit qu'on est des nantis aussi. Enfin voilà, c'est d'autant plus insupportable qu'on est avec ces gens toute l'année, tous les jours, la nuit, le matin, enfin voilà, ils nous connaissent. Des liens de proximité qui ne protègent plus. Ici, les locaux de La Voix du Nord sont au cœur de la ville, juste à côté du marché. Mi-janvier, c'est carrément les poubelles au pied de l'immeuble qui ont été incendiées. Une grosse frayeur que nous raconte Cécile Thiebaud, la directrice adjointe du bureau. Donc là, il y avait même plus que 3. Il va y avoir 4 poubelles qui étaient bien remplies. Et puis effectivement, là, il y a la canalisation de gaz. Hein, donc, après, a posteriori, voilà, on imagine le pire. Hein, on se dit, le bâtiment, il aurait peut-être pu exploser. Bon, là, il s'attaque à nos poubelles. La prochaine étape, ça sera quoi? Ça sera nos voitures. Et après, ça sera l'agression physique. C'est un peu c'est les sentiments qui animaient toute l'équipe au moment de cet incendie. Le mois dernier, ils ont fait face à une manif de gilets jaunes devant leur porte, des menaces de mort contre un jeune rubricard, un blocage en pleine nuit de la distribution de leurs journaux. Loin de les décourager, cette ambiance pousse ces localiers à être encore plus exigeants dans leur travail. Vous faites plus de citations qu'avant? J'en ai toujours fait, quoi, mais ça me semble d'autant plus important, quoi. Je crois que c'est ça qu'il faut montrer aussi aux gens, c'est qu'on peut être leur porte-parole, on doit être leur porte-parole naturelle. Il n'y a pas que les Facebook Live. Revenir aux fondamentaux. Peut-être la meilleure réponse aux critiques. Bonjour, c'est la Voix du Nord. Oui. Ces dames ont vu le reportage photo publié ce matin sur l'hommage de la veille. Elles sont chiffonnées par une approximation sur une date. Il y a une nuance entre quelques jours et le lendemain. Oui, prendre la photo. Il faut être précis, c'est ça? Oui, oui, c'est important, c'est important. Parce que si on ne relate pas ce qui s'est passé ou ce qu'on a dit, forcément, après, on peut avoir des doutes sur les médias. Des fois, sur les premières manifs, il y avait de la défiance. Une fois qu'ils voyaient le résultat dans notre journal, on se dit « Ah bah oui, si, ils nous ont écoutés, j'ai retrouvé ma parole. » Et c'est ça. Et donc on continue. Le défi est colossal. Selon le dernier baromètre Lacroix, la confiance dans les médias n'a jamais été aussi basse. Moins de la moitié des Français croient ce qu'ils lisent dans les journaux ou voient à la télé.